Merci de m'accueillir, merci aux organisateurs de m'avoir proposé d'intervenir pour ce congrès. Je vais donc discuter avec vous de la physiopathologie de la coagulopathie induite par le sepsis et le polytraumatisme. Alors je n'ai pas de conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation. Donc je vais débuter par quelques rappels sur l'hémostase. Par contre je suis embêté, j'ai pas de souris. Je vais débuter par quelques rappels sur l'hémostase. Donc l'hémostase correspond à l'ensemble des mécanismes biologiques qui sont mis en jeu pour empêcher l'extravasation du sang en cas de brèche vasculaire. Elle va permettre la formation de caillots qui vont venir obstruer ces brèches vasculaires. L'hémostase permet également d'éviter la formation de thrombose. On distingue classiquement trois phases dans l'hémostase qui sont toutes interconnectées. L'hémostase primaire qui va engendrer la formation d'un clou plaquettaire qui va venir obstruer la brèche. S'ensuit le processus de coagulation qui a pour objectif de former un réseau de fibrines qui va venir consolider ce clou plaquettaire. Et enfin, le phénomène de fibrinolyse qui va venir donc liser le caillot, qui va limiter l'extension du thrombus et qui va permettre de reperméabiliser le vaisseau. Alors si on s'intéresse un petit peu plus précisément à l'hémostase primaire, elle va s'articuler autour de deux temps. D'abord un temps vasculaire avec une vasoconstriction, et ensuite survient le temps plaquettaire. Donc les plaquettes vont être recrutées au niveau de la brèche vasculaire. Elles vont adhérer au sous-endothélium qui va exposer des surfaces proagrégantes telles que le collagène. Et grâce à des molécules comme le facteur de Willebrand, elles vont pouvoir se fixer et adhérer au sous-endothélium. S'ensuit une étape d'activation où les plaquettes vont sécréter le contenu de leurs granules, ce qui va entretenir un petit peu le phénomène aussi, parce que dans ces granules, il y a des facteurs pro-agrégants, pro-coagulants, etc. Elles vont changer de forme et elles vont se mettre à exposer des glycoprotéines de surface, et notamment l'AGP2B3A, qui va être indispensable au processus d'agrégation, puisqu'elle va permettre de former des ponts entre les plaquettes via le fibrinogène. Le phénomène de coagulation, donc, il se base sur un modèle cellulaire in vivo. Il débute par une phase d'initiation de la coagulation avec la mise en contact du facteur tissulaire avec le sang et donc avec les facteurs de la coagulation, et notamment le facteur 7 et le facteur 10. Ces facteurs donc, vont s'activer et vont, durant cette phase, générer des petites quantités de thrombine. Ces petites quantités de thrombine ne sont pas suffisantes pour former un caillot de fibrine à ce stade. On va avoir besoin d'un processus d'amplification qui est médié par la thrombine elle-même. Elle va aller activer des facteurs en amont de la cascade, elle va libérer le facteur 8 du facteur de Willebrand, activer le facteur 9, le facteur 11, et tout ça va donc initier cette phase d'amplification et va aboutir au final à un pic de thrombine. Et c'est ce pic de thrombine, cette quantité massive de thrombine, qui va permettre la fibrinoformation dans un second temps. Alors ce phénomène est intrinsèquement régulé par des inhibiteurs. On a des inhibiteurs physiologiques de la phase d'initiation avec le TFPI, qui est un inhibiteur donc de la voie du facteur tissulaire. On connaît bien aussi l'antithrombine, qui, comme son nom l'indique, inhibe la thrombine, mais également d'autres facteurs activés, tels que le facteur 10. Et enfin, il existe notamment le système de la protéine C, protéine S, qui permettent d'inhiber les cofacteurs de la coagulation, que sont le facteur 5 et le facteur 8. Donc je reviens à mon pic de thrombine. La thrombine va permettre de cliver les fibrinopeptides du fibrinogène. On va avoir formation donc de monomères de fibrine qui à ce stade sont insolubles. Ils vont s'apparier entre eux pour former des protofibrilles, s'allonger petit à petit, et une fois que ces protofibrilles seront suffisamment longs, ils vont s'agréger latéralement pour pouvoir former le caillot de fibrine, avec une étape de stabilisation qui passe par le facteur 13 et la thrombine, qui vont permettre de faire des liaisons covalentes. Donc tout ça va donner les propriétés au final du caillot et sa résistance à la lyse. Alors justement, le phénomène de fibrinolyse, alors il s'articule autour d'une enzyme clé qui est la plasmine, et cette enzyme
elle va être elle aussi finement régulée. On peut citer des activateurs du plasminogène tels que le TPA, et ensuite tout un système d'inhibiteurs, donc le PAI1 qui est un inhibiteur des activateurs, l'alpha-2 antiplasmine, ou le TAFI qui va interférer entre la liaison plasmine-fibrine. Et donc cette plasmine va détruire le caillot, elle va être à l'origine de la formation donc, des produits de dégradation du fibrinogène et de la fibrine, et parmi lesquels on connaît bien les dédimères. Alors comment est-ce que tout ça s'intègre dans la coagulopathie induite par le sepsis? Alors on va parler de sepsis devant une réponse inappropriée de l'organisme à un agent pathogène qui va être à l'origine d'une dysfonction d'organes et qui va menacer le pronostic vital. Le choc septique, lui, quant à lui, va associer des anomalies circulatoires et métaboliques et une mortalité plus importante. Donc la coagulopathie induite par le sepsis, c'est un état qui est bien sûr très complexe et qui est au carrefour en fait entre l'immunité innée et l'hémostase. Pardon. L'immunité innée, elle est programmée pour réagir à de nombreuses molécules, notamment des molécules en haut à gauche qui proviennent des pathogènes et des molécules qui proviennent de l'hôte en réponse à l'agression des pathogènes. Donc ces molécules sont à l'origine à la fois de réponses pro-inflammatoires, mais vont également impacter les différentes étapes de l'hémostase. Donc je vais reprendre la chronologie de la présentation, mais toutes ces modifications surviennent et sont intrinsèquement liées, on va dire. Alors en ce qui concerne l'hémostase primaire, les patients atteints de sepsis vont voir plusieurs modifications qui vont impacter la coagulation. En ce qui concerne l'hémostase primaire, on va noter une diminution des taux d'Adams-13. Donc l'Adams-13, c'est la molécule qui permet de cliver les multimères de haut poids moléculaire de Willebrand. Donc plus le Willebrand schématiquement est gros, plus il a un pouvoir pro-adhérent pour les plaquettes. Et donc ce déficit en Adams-13 chez les patients va engendrer un effet pro-adhérent au niveau de l'hémostase primaire. Il y a de nombreuses molécules qu'on va retrouver lors du sepsis, donc telles que des endotoxines bactériennes, telles que l'IL-6, telles que l'épinéphrine ou la thrombine, qui vont également avoir un pouvoir d'activation et au final donc d'agrégation des plaquettes. Elles vont activer les plaquettes vont sécréter leur contenu. Là aussi, ça va majorer le phénomène et l'entretenir, et tout ça va aboutir à l'agrégation plaquettaire. Enfin, les plaquettes sont capables de se lier à différents types cellulaires, les polynucléaires neutrophiles, les monocytes et les cellules endothéliales. Donc elles peuvent être même séquestrées au niveau de l'endothélium. Et donc tous ces mécanismes vont aboutir au final à une majoration de l'agrégation plaquettaire et in fine même à une thrombopénie qui sera de mauvais pronostic. Le sepsis va impacter également la coagulation, bien sûr. Alors, durant le sepsis, on va avoir une surexpression du facteur tissulaire. Il va être surexprimé au niveau des monocytes, il va être surexprimé via les cellules endothéliales, et on va également le retrouver au niveau des microparticules procoagulantes qui sont libérées lors du phénomène. Donc forcément, la résultante va être une génération de thrombine qui va être augmentée. Il y a également une activation de la coagulation par des voies peu utilisées physiologiquement. Certaines bactéries peuvent exprimer des surfaces qui sont capables d'activer ce qu'on appelle la phase contact de la coagulation. Et donc la phase contact, c'est le facteur 11, le facteur 12. Et donc activer la coagulation et majorer la génération de thrombine par ce phénomène. Tout ça va être aggravé par les différents anticoagulants, l'impact sur les différents anticoagulants physiologiques, dont les taux vont diminuer, aussi bien le TFPI, l'antithrombine, que la protéine C ou la protéine S. Donc tout ça va aggraver la coagulopathie. Parallèlement à ça,
il va y avoir la formation de nets. Donc les nets, ce sont des sortes de pièges en fait, qui sont issus des polynucléaires neutrophiles, des pièges extracellulaires. Donc en réponse en fait, à la signalisation pro-inflammatoire, les polynucléaires vont avoir un réarrangement de leur structure, de leur architecture, et vont émettre une sorte de toile qui va être constituée d'ADN, d'histone, de myéloperoxydase. Donc ces nets ont un rôle dans l'immunité, mais ils vont également avoir un rôle au niveau de la coagulation, parce qu'ils vont présenter des surfaces capables d'activer le facteur 12 et la phase contact. Et ils vont également servir de cadre supplémentaire au processus d'adhésion et d'agrégation plaquettaire. Et tout ça va fournir une surface procoagulante importante pour le phénomène de coagulation et majorer encore la génération de thrombine. Enfin, la fibrinolyse. La fibrinolyse est elle aussi impactée. Le sepsis va entraîner une augmentation des taux de PAI1 en réponse notamment au TNF-alpha. Il va y avoir une libération de PAI1 à partir des cellules endothéliales, ce qui va donc inhiber l'activateur qu'est le TPA et donc inhiber la formation de plasmine. Donc on aura un état hypofibrinolytique. Donc au final, la coagulopathie induite par le sepsis que l'on peut apparenter à une CIVD sans retentissement clinique manifeste se traduit par une altération de toutes les étapes de l'hémostase et qui aboutit notamment à une génération de thrombine majorée. Tout cela est majoré aussi par les défauts en anticoagulants physiologiques et c'est associé à une hypofibrinolyse du fait de l'augmentation des PAI1. Cette coagulopathie, elle peut évoluer vers la CIVD. Alors la CIVD manifeste qui aura potentiellement différents phénotypes, un phénotype prothrombotique avec une coagulation donc hyperactive, une consommation de facteurs, une diminution des taux de plaquettes. Et on peut aussi avoir un phénotype fibrinolytique avec une augmentation des taux de TPA et la résultante étant la libération de grosses quantités de D-dimères. Donc tout cela se traduit au niveau des différents scores de diagnostic, avec notamment le score de coagulopathie induite par le sepsis, qui sera utilisé plus précocement, mais aussi avec les scores de diagnostic de CIVD. Il existe d'autres coagulopathies qui peuvent entraîner une CIVD, et notamment parmi elles la coagulopathie ou les coagulopathies induites par le traumatisme. Alors elles vont différer dans les stades précoces ces deux coagulopathies, mais on va néanmoins retrouver des voies de dérégulation communes au niveau de l'inflammation et de l'hémostase. Donc d'un point de vue clinique, on va rencontrer avec cette coagulopathie des phénotypes qui peuvent être thrombotiques et des phénotypes qui seront également hémorragiques. Et il peut y avoir une progression rapide de l'un vers l'autre. Alors elle est encore insuffisamment documentée, cette coagulopathie, mais on sait qu'elle va associer de nombreux facteurs, donc une altération de toutes les étapes de l'hémostase, donc dysfonction plaquettaire, altération de la coagulation et de la fibrinolyse, mais également une dérégulation, un dysfonctionnement de la fonction endothéliale. Alors cette coagulopathie, elle va s'articuler autour d'une altération de la formation du caillot d'une part, en bas à droite, et d'autre part sur un dérèglement de la dégradation, donc un dérèglement de la fibrinolyse. Et je l'ai dit tout à l'heure, le traumatisme va engendrer une perturbation de cette fonction endothéliale qui joue un rôle majeur dans la physiopathologie. Alors l'endothélium, il joue un rôle central dans l'hémostase. Déjà, il permet de fournir une surface antiagrégante et anticoagulante au contact avec le sang. Et puis, c'est un véritable médiateur parce qu'en réponse à différents stimuli, il va pouvoir libérer tout un tas de molécules qui interviennent dans les différentes étapes de l'hémostase, parfois de manière d'ailleurs concrète. Donc le trauma et le choc vont entraîner
un dysfonctionnement de cet endothélium et notamment une dégradation du glycocalyx endothélial. Donc il est principal, le glycocalyx, c'est le tapis qui va faire l'interface avec le sang. Il est principalement constitué de protéoglycanes et les molécules d'ailleurs qui sont libérées de ce glycocalyx lors du trauma servent d'ailleurs de biomarqueurs. Donc cette dégradation, elle va avoir de multiples effets. Déjà, les glycosylaminoglycanes qui sont libérés, tels que l'éparansulfate, vont avoir un effet anticoagulant direct localisé au niveau du site. On va avoir d'autres effets sur la coagulation, notamment via l'expression de thrombomoduline et de PCR. Donc la thrombomoduline et le PCR sont des molécules qui peuvent être situées au niveau de l'endothélium et qui vont permettre d'activer la protéine C. Et donc, qui dit activation de la protéine C, dit inhibition des facteurs 5 et 8 activés, et donc blocage, ou en tout cas ralentissement, de la génération de thrombine. On rencontrera bien sûr une consommation des facteurs, et enfin, même si le compte des plaquettes n'est pas forcément perturbé dans les phases précoces, il y aura une dysfonction plaquettaire avec une altération de l'agrégation plaquettaire. Donc tous ces mécanismes associés à des anomalies telles que l'acidose ou l'hypothermie qui sont connus pour là aussi ralentir la coagulation, vont engendrer la formation d'un caillot qui va être très altéré avec des propriétés qui seront aussi modifiées par rapport au caillot d'un sujet sain. Parallèlement à ça, il va y avoir une altération donc, du processus fibrinolytique, avec soit dans un sens une augmentation de la fibrinolyse qui va être médiée principalement par la libération de TPA des cellules endothéliales. Donc ça va activer la plasmine et la plasmine va dégrader le fibrinogène et la fibrine. Et à l'inverse, il y a des profils avec blocage blocage de la fibrinolyse. C'est lié notamment à la libération des stocks intraplaquettaires d'antifibrinolytiques. Donc les antifibrinolytiques, on les a vus, c'est le PAI1, c'est le TAFI, c'est l'alpha-2 antiplasmine. Et lors de l'activation plaquettaire, les granules des plaquettes vont être sécrétés, vont libérer ces molécules qui vont bloquer donc la fibrinolyse. Donc au final, c'est assez complexe parce que collectivement, tous ces facteurs de régulation, plus tous les événements qui à côté, qui interviennent dans la formation et dans la dégradation des caillots, vont aboutir à un nombre très important de phénotypes, qui va donc du phénotype thrombotique au phénotype hémorragique et avec bien sûr des phénotypes mixtes. Donc cette coagulopathie peut aussi bien afficher une dysfonction qu'une activation plaquettaire, une augmentation de la génération de thrombine qu'une diminution et bien sûr des profils fibrinolytiques variables. Donc le défi au final va consister à adapter les thérapeutiques à ces phénotypes tout en assurant un contrôle mécanique bien sûr du saignement. Je vous remercie. Merci Thomas pour cette présentation très claire et très complète. Du coup, place à 10 minutes de questions environ. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? On peut bouger avec le micro. Hein. Écoute, moi je vais me lancer. Alors plus sur le sepsis, il y a une dizaine d'années, il y avait ce qui était à la mode, c'était la protéine C activée. Et on filait du Xigris au choc septique. Et on a encore des filtres de dialyse qui sont imprégnés du Xigris. Est-ce qu'il y a, selon toi, encore... quelle est pour toi la prochaine étape Est-ce qu'il va y avoir une innovation majeure sur une des cibles de la coagulation avec une implication clinique immédiate ? Après, alors ça, je ne suis pas confronté à ça tous les jours, mais ce qui ressort des traitements anticoagulants, donc il y avait effectivement la protéine C qui a été plus ou moins abandonnée. En fait, ce qui ressort des différentes études, c'est qu'on l'a vu, il y a des phénotypes qui sont vraiment très particuliers. Et pour l'instant, la grande majorité des études échouent à démontrer, ou alors se contredisent, mais échouent à démontrer un intérêt majeur
à utiliser des molécules anticoagulantes, de la protéine C, de la thrombomoduline, ou des choses comme ça. Donc soit elles se contredisent, soit elles ne montrent pas d'effet véritablement bénéfiques. Je pense que c'est plus compliqué que ça, et je pense que c'est peut-être lié au design en fait des études qui vont prendre des phénotypes qui sont beaucoup trop différents pour au final arriver à avoir un effet vraiment spécifique. Donc ça ne veut pas dire que chez certains patients, ça n'aurait pas un intérêt. Mais voilà, pour l'instant, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Bonjour Thibaut Pranal. Une question du coup en pratique clinique, est-ce que tu as des outils pour finalement trier nos patients en fonction de ces phénotypes, savoir si on est plutôt thrombotique ou hémorragique? Oui et non. Ces phénotypes, cette slide est issue, cette photo est issue d'une publication où justement ils ont classé ces phénotypes en s'appuyant notamment sur les tests viscoélastométriques. Ma réponse est oui et non, parce que, en tout cas chez nous à Clermont-Ferrand, les ROTEM ou TEG ne sont pas au laboratoire, ce qui n'est pas forcément un mal. Ils sont dans les services. Et effectivement, c'est des tests qui peuvent aider, parce qu'ils vont d'une apporter des informations qu'on ne pourra pas forcément fournir au laboratoire, et deux, s'ils sont dans les services, avec un délai qui est plus rapide, on va dire, avec un délai de réponse plus rapide et qui est plus adapté peut-être à la prise en charge de ces patients. Mais voilà, pour l'instant, ce qui ressort, alors il y a les scores de CIVD et tout ça, mais ça, c'est des choses qui sont faites au laboratoire. Mais voilà, après, il y a beaucoup d'études avec les tests viscoélastométriques pour identifier ces patients. Si on prend le TEM ou le ROTEM, voilà, il y a différents types de réactifs qui vont permettre de tester les différentes phases de la coagulation, qui vont permettre de tester le fibrinogène et la fibrinolyse. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant dans ces cas-là. Donc il faut faire du ROTEM aussi dans les chocs septiques, quoi, pas que en traumato. Je ne me prononcerai pas là-dessus. En tout cas, c'est le test biologique, à mon sens, pour l'instant, qui est le plus pertinent. Et Thomas, j'avais une question par rapport au score de CIVD. Du coup, quel marqueur tu préconiserais entre les D-dimères et les monomères de fibrine pour établir le score, sachant que nous, à Vichy, on est plus sur les monomères de fibrine dans notre bilan de CIVD. Est-ce que toi, tu as un avis par rapport à ça? Un avis qui peut être discuté. Nous, on utilise les deux. Les monomères de fibrine, l'avantage que je leur vois notamment, c'est dans la cinétique, ce qu'on a vu tout à l'heure. Pardon, je vais retrouver. C'est au niveau de la cinétique de formation, ils vont intervenir en amont du coup du processus fibrinolytique. Ils vont être générés dès que la thrombine commence à cliver le fibrinogène. Donc parfois, sur des profils qui font vraiment très CIVD, on a eu quelques cas où les D-dimères n'avaient pas encore décollé et les monomères étaient déjà très élevés. Voilà. Après, d'autres choses peuvent interférer sur le dosage des monomères. Les D-dimères, il faut vraiment qu'on aille au processus de fibrinolyse. Donc, et avant le processus de fibrinolyse, pour avoir des D-dimères, il faut un processus de coagulation qui arrive jusqu'à son terme. Donc on est vraiment des liaisons covalentes entre nos fibres de fibrine, entre nos protofibrilles, pour former le caillot. Et une fois que ce caillot est formé et que la fibrinolyse intervient, c'est uniquement à ce moment-là qu'on a des D-dimères. Donc les D-dimères sont quand même assez spécifiques de la formation d'un véritable caillot. Les monomères sont plus précoces, mais une fibrinogénolyse peut entraîner une augmentation des monomères de fibrine, donc peut-être un peu moins spécifique aussi. Personne d'autre? Écoute, merci Thomas. Merci.